Certains noyaux formés sont stables, alors que d'autres sont instables. Ils vont alors se désintégrer en émettant une particule. On dit qu'ils sont radioactifs. Par exemple, le radium-226 peut se désintégrer spontanément en radon-222 et en émettant une petite particule, un noyau d'hélium, appelé particule alpha. Une désintégration radioactive possède trois caractéristiques. Elle est spontanée, c'est-à-dire qu'elle peut se produire sans apport d'énergie. Elle est aléatoire, on ne peut pas prévoir quand elle va se produire. Et elle est inéluctable, c'est-à-dire qu'elle se produira quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. La désintégration est aléatoire. Cependant, en raisonnant sur une très grande quantité de noyaux radioactifs, par une étude statistique, on peut déterminer le temps qu'il faudra pour détruire la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon. Cette durée de destruction est appelée le temps de demi-vie. Plus la demi-vie d'un noyau radioactif est faible, plus le noyau est instable. Plus la demi-vie d'un noyau radioactif est longue, plus le noyau est stable. Cette demi-vie pourra varier d'une fraction de seconde à des milliards d'années. Si nous observons un échantillon à une date t égale 0, nous pouvons observer certains noyaux radioactifs, représentés en rouge, et d'autres non radioactifs. Si nous laissons écouler le temps d'une demi-vie, nous pouvons observer que la quantité de noyaux radioactifs a été divisée par 2. Si nous laissons écouler une deuxième demi-vie, il ne restera plus que la moitié de la moitié restante, c'est-à-dire un quart de la quantité initiale de noyaux radioactifs. Au temps initial t égale 0, nous avons une quantité n de noyaux radioactifs égale n0, quantité initiale. Donc au bout de une demi-vie, donc si est égal à une demi-vie, la quantité sera donc la quantité initiale divisée par 2. Au bout de 2 demi-vies, nous aurons la quantité restante, c'est-à-dire n sur 2, que nous allons également diviser par 2. Il y a donc n0 sur 4, ou n0 sur 2 à la puissance 2. Pour 3 demi-vies, ça sera donc la quantité restante n0 sur 4 fois 1 demi, soit n0 sur 8 ou n0 sur 2 à la puissance 3. Si nous observons ici, nous avons 2 à la puissance 1 pour une demi-vie, 2 à la puissance 2 pour 2 demi-vies, 2 à la puissance 3 pour 3 demi-vies, et donc en généralisant à n demi-vies, nous avons n qui sera égal à n0 sur 2 à la puissance n. Et donc nous pouvons prévoir, au bout d'un certain nombre de demi-vies, la quantité restante de noyaux radioactifs. Nous allons faire une application pour voir si vous avez bien compris ce phénomène de demi-vie. Le 11 mars 2011, la centrale de Fukushima au Japon a subi un grave accident à cause d'un tsunami. Les réacteurs ont libéré plusieurs isotopes radioactifs, dont de l'iode 131, qui a une demi-vie de 8 jours. Étant donné que l'échantillon contenait 1,6 fois 10 puissance 10 noyaux d'iode 131 radioactifs juste après la catastrophe, calculez la quantité de noyaux restants un mois après la catastrophe. Un mois correspond à 31 jours, soit environ 4 fois 8, c'est-à-dire 4 demi-vies écoulées. Pour retrouver la quantité de noyaux radioactifs restants, on utilise la formule utilisée précédemment. N est égal à n0 sur 2 puissance n, c'est-à-dire n0 sur 2 à la puissance 4. n0, voilà, 1,6 fois 10 puissance 10, 2 puissance 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Si nous réalisons l'application numérique, nous trouvons 10 puissance 9, soit 1 milliard de noyaux radioactifs. Au bout d'un mois, il reste 1/16e des noyaux radioactifs initiaux. Le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps. Nous pouvons représenter la quantité de noyaux restantes par une fonction exponentielle décroissante. À partir de cette fonction, nous pouvons retrouver la demi-vie de l'isotope radioactif. Par exemple, dans le cas ci-contre, nous voyons une quantité initiale n0 de 80 fois 10 puissance 8 noyaux radioactifs. Nous allons donc nous placer à n0 sur 2, c'est-à-dire 40 fois 10 puissance 8 noyaux radioactifs, et regardez au bout de quelle durée on obtient ce résultat-là. Dans le cas ci-contre, nous obtenons un T1,5 de 4,5 fois 10 puissance 9 années, soit 4,5 milliards d'années.
Dans ce cas-là, nous avons un isotope radioactif relativement stable, puisqu'il faut des milliards d'années pour réduire sa quantité de moitié. Lors d'une désintégration radioactive, il y a émission de rayonnement qui peut être utilisée à des fins médicales. En effet, on peut faire des diagnostics médicaux par scintigraphie pour obtenir des tomographies qui vont détecter la présence de cancer dans le corps. Ils peuvent également servir de traitement pour détruire des tumeurs cancéreuses par radiothérapie. Lorsque nous utilisons des substances radioactives, il faut faire attention à respecter toutes les consignes de sécurité. Il faut tout d'abord se protéger à l'aide d'écrans de sécurité, éviter des expositions trop longues et s'éloigner au maximum de la source radioactive. La radioactivité peut également permettre de dater certains objets. Connaissant la représentation graphique de l'évolution des noyaux radioactifs au cours du temps et connaissant la quantité initiale de noyaux radioactifs dans un corps, nous pouvons retrouver l'âge d'un échantillon. Nous pouvons voir qu'il faut 0,125 fois 10 puissance 10 années, c'est-à-dire 1,25 milliard d'années, pour diviser la quantité initiale par 2. Nous pouvons donc déterminer la demi-vie du potassium 40, 1,25 fois 10 puissance 9 années, c'est-à-dire 1,5 milliard d'années. La roche que nous voulons dater possède 4 fois moins de noyaux potassium 40 que dans une roche récente. Pouvons-nous dater cette roche? Nous avons deux méthodes possibles. Vu que nous avons divisé la quantité par 4, l'âge sera 2 demi-vies, soit 1,25 fois 10 puissance 9 fois 2, c'est-à-dire 2,5 milliards d'années. On peut également diviser la quantité par 4 initiale, c'est-à-dire qu'il ne restera plus que 25%, et ensuite aller chercher sur la courbe le temps correspondant. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires.